Allez, on voulait vous parler de ce financier très écouté par Wall Street qui avoue qu'on navigue un petit peu dans le brouillard. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. On parle de qui? De Steve Eisman. Il y a eu un film sur ce monsieur quand même, parce que si le nom ne vous parle pas. C'est The Big Short, film 2015, oscarisé ce monsieur. Alors pas lui, parce que c'était Steve Carell. Steve Carell, absolument. Exactement, film oscarisé, gros succès, qui raconte voilà, cet homme qui a anticipé cette crise des subprimes, qui a fait fortune et qui donne aujourd'hui une interview, enfin hier à l'AFP. Et je trouve ça intéressant parce qu'il nous dit en gros, voilà, on navigue à vue. Et c'est vrai que ce n'est pas inintéressant d'avoir le point de vue, et on va en discuter, de quelqu'un qui a vu encore une fois cette crise, et qui a eu du flair, qui a eu du nez. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Il dit qu'il est peu probable qu'un tel cataclysme se reproduise. Pour une crise subprime bis sur l'endettement des ménages américains, ça ne viendra pas de là. L'histoire, comme on dit, elle ne se répète jamais à l'identique. Il lui arrive de bégayer. Qu'est-ce que nous dit Steve? Il nous dit que... Vous le connaissez, Steve? Steve Eisman, non? Non, c'est quelqu'un qui forcément a suscité pas mal de littérature, de commentaires. Mais on parlera, je pense, aussi de Michael Burry, parce que c'est lui qui a vraiment vu venir la crise et c'est lui qui avait mis en place les instruments. Eisman, il n'a fait que monter dans le train, alors c'est vrai, avec des moyens importants. Mais ce n'est pas la question, là, pour l'instant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la crise des subprimes ne va pas se reproduire, que même les subprimes d'origine diverses comme dette étudiante, dette automobile, il dit que c'est pas un sujet. Il dit la qualité du crédit aux États-Unis est très bonne pour les particuliers. Et il ne dit pas ça pour les entreprises. Oui, alors justement, on va y venir justement aux entreprises, parce que si, c'est là. Mais bon, là, on spoil la suite. Donc, même si aujourd'hui, les défauts de remboursement sur les crédits automobiles sont au maximum de ce qu'on a connu depuis 2007, et idem pour les défauts de remboursement sur les cartes de crédit. On est également à un taux, maintenant, qui commence à devenir inquiétant. Inquiétant, c'est combien ce taux? Parce que si on est au plus haut et qu'on est à 5%, on se dit que c'est bon, c'est gérable. Et voilà. Sauf que la trajectoire n'est pas bonne du tout. Et qu'on a de plus en plus de gens qui finissent pas le mois et qui ne remboursent pas leur banque ou qui se font saisir leur voiture. Alors là, on parle d'encours qui sont de 1100, 1600 milliards de dollars pour la dette étudiante, qui en plus de ça est garantie par l'État. Donc là, pas de problème pour les banques, naturellement. Donc d'où peut venir le problème actuellement du crédit à la consommation? Les masses sont sans comparaison avec ce qu'on avait en 2006-2007 avec les subprimes. On est à peu près des encours qui sont du quart, grosso modo. 4 fois plus faibles que les encours sur les subprimes qui ont explosé il y a 10 ans. Exactement. Donc, il nous dit pas de problème sur la qualité du crédit aux États-Unis des ménages. Par contre, sur les entreprises, et là on y va, boum, là pour le coup, elles pourraient être inquiètes. Elles sont trop endettées, nous dit-il. Elles sont absolument trop endettées. Moi, j'ai quelques chiffres qui me reviennent en tête. Le taux d'endettement des entreprises, c'est 70% du PIB américain. Donc, on est à l'ordre de 15 000 milliards, peut-être même 16 000 milliards. Mais après tout, s'il y avait de la croissance et que ces investissements produisent des fruits et qu'on soit dans un cercle vertueux. Il y a 2% de croissance aux États-Unis, ça va quoi. Ça va. C'est ce qu'on appelle une croissance faible et une croissance qui en plus ça est totalement achetée à crédit. C'est un autre problème. Là, je parle du crédit de l'État. C'est-à-dire que Trump a mis sur la table des centaines de milliards de plus pour la défense et qu'il y a du gaspillage, enfin bref, et du copinage, ça continue. Bref, l'État américain s'endette. Et sans cet endettement, qui est aujourd'hui de l'ordre de 6% par an, on est sur un déficit de 6% pour 2% de croissance. J'étais à 5. Non, on n'est pas loin de 6 maintenant. Et hier, j'entendais un vieux de la vieille de Wall Street dire la hausse de 35% de la dette des États-Unis en un an, moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Alors, j'en reviens à la dette des entreprises. Il y a aussi non seulement la masse qui pose problème, parce qu'elle commence à devenir impressionnante, mais aussi à sa structure. Si on avait 60% de la dette entre AAA et A+, ça ne poserait pas vraiment de problème. Aujourd'hui, on a une énorme masse de dettes qui se situe à la frontière du non-grade. Donc, dette de mauvaise qualité. On passerait dans le high yield et voir le junk. Et on a cette masse énorme qui se positionne sur le triple B,
avec bien sûr aucune marge. Qui est entre les deux, quoi, qui est finalement la moins bien classée des bonnes notes et juste en dessous, après, hop, oui, mais on est juste à la frontière. Et on peut même s'interroger aujourd'hui, comment se fait-il qu'il y a autant de triple B, qu'il y en a aussi peu finalement qui basculent dans la catégorie inférieure. Attention le complot. Et donc, mais non, c'est pas attention le complot. C'est exactement le thème du Big Short. C'était qu'à l'époque, on notait triple A des trucs qui valaient du double C. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas une tendance aussi à surnoter des émissions vraiment fragiles? Parce qu'on se dit que là, si on commence à en faire passer dans la catégorie high yield et junk, ça va allumer des signaux d'alarme à peu près partout. Et je pense que c'est ce à quoi pense Steve Eisman, sans dire cette fois-ci que les agences de notation, elles donnent des notations fantaisistes. Mais enfin, en sous-jacent, il y a ça. Est-ce que les triple B, est-ce qu'ils valent tous triple B aujourd'hui? Alors après, il est aussi modeste, Steve Eisman, parce qu'il dit qu'il est difficile de prédire évidemment d'où viendra la prochaine récession, qu'il est difficile de prévoir une crise, ça on le sait. Woody Allen a dit effectivement c'est très difficile de faire des prévisions, surtout quand ça concerne l'avenir. Surtout quand il s'agit de l'avenir. Mais c'est vrai qu'entre une petite récession et une économie qui continue de croître poussivement parce que les taux sont bas et que les banques centrales sont là, il ne tranche pas. On est dans le brouillard comme lui, on est dans le brouillard là aujourd'hui. Oui, puis il est vraiment tout sauf idiot. Donc il sait très très bien qu'aujourd'hui, ce scénario de croissance faible, voire désespérément faible, pour reprendre les mots de Christine Lagarde, c'est ce qui plaît au marché parce que ça oblige les banques centrales, en plus de ça, à soutenir. Ouais. Alors aux États-Unis, non seulement on a cet endettement absolument abyssal et qui progresse à une vitesse colossale, qui est en plus de ça soutenu par des injections de la Fed. Donc, en même temps, il est aussi il est critique parce qu'il dit que ces politiques monétaires telles qu'elles sont menées aujourd'hui sont 100% fausses. C'est une erreur, il dit à 100%. Donc, parce qu'il dit que cet argent va sur les actions et donc permet aux boîtes de racheter les leurs. Bien sûr, ça alimente les taux zéro donc il est et le crédit limité. Ce que font les banques centrales. Oui, mais il est tout à fait parfaitement lucide. Il sait que les banques centrales n'ont pas le choix et que on est dans une fuite en avant et qu'elle va se poursuivre. C'est pour ça qu'il dit que ça peut durer encore 1-2 ans. Mais ça peut très bien aussi ne pas durer parce que la crise des subprimes, quand lui a pris des positions short, et on va revenir à Michael Burry, à l'époque, ils n'avaient pas non plus le market timing. Ils pensaient que la crise des subprimes, elle allait éclater très très vite à partir de fin 2006, début de 2007. Ils sont allés, comme on dit, dans des conventions où les gens négociaient ce genre de produits spéculatifs sans bien avoir conscience du risque que cela comportait. Et c'est le Michael Burry qui a calculé, alors lui c'était un vrai mathématicien, il a calculé quel était le risque et quel était le taux de progression du risque en fonction du nombre de défauts de remboursement qu'il y avait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont alerté évidemment la SEC, ils sont allés voir les agences de notation en disant mais vous vous rendez compte que vous continuez de maintenir une note AAA alors que là, près de Phoenix ou dans la banlieue de Las Vegas, on a des quartiers où il y a 30% qui sont en foreclosure ou qui sont pas vendus. En faillite, foreclosure c'est faillite. On est déjà dans une situation de faillite et les agences de notation disaient nous pour l'instant on n'a pas de signaux d'alerte. Et Michael Burry, qui avait lui était un des premiers à voir arriver le problème. Alors à l'époque, c'était les subprimes. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait les dettes d'entreprise. Il a pris des positions short au travers d'instruments qui s'appellent des CDS. Et c'était presque l'inventeur. Il a fallu qu'il aille expliquer même à la Deutsche Bank ou à Goldman Sachs ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire shorter ces tranches d'emprunts subprime surnotés. Ouais. Et la situation devenait de plus en plus catastrophique sur le terrain et les notations ne bougeaient pas. Les clients de Michael Burry étaient paniqués. Ils disaient, on est en train de perdre une fortune, vous avez parié que la bulle allait s'effondrer, elle ne s'effondrait pas. Le timing, c'est important. On veut sortir, rendez-nous notre argent. Et Burry leur avait fait signer une clause comme quoi c'était lui qui maîtrisait le moment où on pouvait sortir, reprendre son argent. Et il a tenu. Bien lui en a pris. Et il a tenu. Ouais. Mais je peux vous assurer que 6 mois avant que les choses partent en vrille, tout le monde serait sorti du fond de Burry. Tout le monde. Et aujourd'hui, on est un peu dans la même situation. C'est-à-dire qu'on pense que la situation est dangereuse, la mesure du risque est complètement faussée par les banques centrales, pourtant le risque n'a pas disparu, et ceux qui pensent qu'il pourrait y avoir effectivement un problème sont contraints d'acheter
parce que leurs clients leur disent « Ah non, mais là, oui, vous avez peut-être raison sur le fond, l'endettement n'est pas tenable, mais vous voyez bien que le marché monte, donc il faut y aller. » Et à l'époque du Big Short, quand Eisman et Burry, ils ont passé des nuits blanches, parce que les clients les tannaient pour dire « Il faut arrêter, vous êtes trompés, vous vous êtes trompés », alors qu'ils avaient raison. Et ce qui était très drôle d'ailleurs, c'est que finalement, c'est Michael Burry qui était autiste. C'est lui qui finalement a fini par avoir raison d'un marché qui, lui, était autiste, qui ne voulait pas voir le réel. Voilà pour la petite pirouette et pour l'histoire. En tout cas, voilà, on voulait vous parler et discuter. C'est un entretien donné à l'effet par Steve Eisman. Donc voilà, le Big Short et le fait qu'il nous dit que pour lui, en tout cas, voilà, tout le monde navigue un petit peu, les marchés naviguent un peu dans le brouillard. Et les banques centrales ont peut-être tout faux, mais elles vont probablement continuer comme ça jusqu'à Parce qu'elles veulent éviter la récession, c'est pour ça qu'elles font ça. Mais on sait très bien que l'argent qu'elles injectent ne soutient pas la croissance. Enfin, sinon, le Japon serait aujourd'hui le pays les effets richesses aux États-Unis qui ne concerne aujourd'hui plus que 24% des Américains. De quoi? Est-ce qu'il n'y a plus que 24% d'Américains qui détiennent des actions? Voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc Philippe Béchat, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe.